Deuxième année, ce second choc est pour vous. Un diamant brut aux arêtes tranchantes et au sommet pointu, demi-finaliste en plaidoirie pénale lors de l'édition 2020 du concours. Il a intégré l'association en ce début d'année en tant que chargé de la rédaction des sujets, et c'est donc à lui qu'il faudra aller se plaindre, Théo Chaperon. Face à lui, un quart de finale en plaidoirie civile, un second quart de finale en plaidoirie pénale. Certains diraient que notre quatrième candidat est quelqu'un qui aime se faire du mal. Je leur répondrai que c'est peut-être celui d'entre nous qui a le plus compris ce qu'est vraiment l'esprit d'Isias. La persévérance, le dépassement de soi et un sens de l'humour à en défriser la moustache du président de notre jury, cet orateur incarne nombre de valeurs chères à l'IASSO. Guillaume Boulan, vice-président de l'association. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, dans la forêt sans bornes poussent des fleurs du mal. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir, laissant place au vide, au spleen, au désespoir. Monsieur Méagol n'est autre qu'une graine qui a germé dans un terreau nocif. Une fois arrivée à maturité, cette graine devient une mauvaise herbe. Elle empêche toute forme de vie autour d'elle, car elle n'a été habituée qu'à une chose, se détruire. En commençant par son estime d'elle-même, puis sa dignité. Mais elle ne s'arrête pas là. Une fleur du mal est toujours nocive pour les plantes qui l'entourent. Elle leur coupe les racines, les tenant pour responsables de sa condition de plante adventice. Les mauvaises herbes sont elles-mêmes des herbicides, et cela ne doit pas rester impuni. L'article 221.1 du Code pénal punit l'homicide volontaire d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Constitue matériellement un meurtre le fait de donner volontairement la mort à autrui. Et quoi de mieux qu'une lame bien aiguisée et qu'une pression suffisamment forte au niveau du cou pour donner la mort à sa victime, et ce, sans aucun espoir de survie. De ce geste peut être déduit le dol général, la volonté d'atteindre une zone vitale, comme nous l'a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation, dont la jurisprudence fourmille en la matière. Précisément, le dessein de M. Méagol était effectivement de trancher la gorge de sa victime, ce qui me permet de passer à l'exigence d'animus necandi, le dol spécial, l'intention d'obtenir la mort. D'une part, il est absolument évident qu'en se jetant au tronc du responsable de ses malheurs, M. Méagol entendait délibérément lui enlever la vie. Ne vous y trompez pas, on ne peut pas prétendre seulement blesser quelqu'un lorsqu'on tranche une gorge, tout le long des carotides, qui plus est. D'autre part, je souhaiterais alerter ce tribunal sur la nécessité de ne retenir aucun mécanisme tendant à exonérer, à exclure la responsabilité pénale de l'accusé. Certes, n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister, ni la personne qui a agi par légitime défense ou état de nécessité. Or, malheureusement pour M. Méagol, M. Scrouch avait obtenu de lui ce qu'il voulait et avait de facto mis un terme au chantage qu'il exerçait sur lui. Dès lors, si l'accusé comparaît devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a été contraint de donner la mort. Ce n'est pas parce qu'il avait la volonté. Ce n'est pas parce que la mort était la seule option qui s'offrait à lui. Non, c'est parce qu'il avait la volonté irrévocable et indiscutable de tuer, par pure vengeance. Et ça a porté ses fruits. En réalité, le noyau dur de cette affaire n'est pas tant de savoir si le meurtre est caractérisé, car cela ne fait pas de doute. Non. Il s'agit de savoir si M. Méagol était en capacité de porter un jugement sur l'acte qu'il commettait. En d'autres termes, était-il capable de discernement au moment des faits? Et même, est-il capable de discernement aujourd'hui pour être jugé par cette cour?
Visualisez la scène. Monsieur Scrooge lui a enjoint de se mettre à nu, sous peine de répandre des rumeurs dans lesquelles il passait pour fou. Après avoir fauché cette pauvre truie, il n'a pas pu s'empêcher de se lamenter, de vomir, de pleurer. Si l'accusé a cédé à ce chantage pourtant ignoble, c'est parce qu'il craignait que sa réputation soit dégradée. Ce qui dénote qu'il avait la notion de ce qui était socialement acceptable et de ce qui ne l'était pas. Il savait pertinemment que s'ébattre avec une truie au su et au vu de tous, y compris de sa famille, était réprouvé par notre société. Et il en est de même pour le meurtre. N'est-ce pas là, précisément, la définition du discernement? Soyons réalistes. Une simple dépression ne saurait jamais, jamais, jamais être assimilée à de la démence. Bien qu'il s'agisse d'un trouble de l'humeur qui mérite d'être traité, il n'annihile pas le contrôle des actes. Au contraire, il incite plutôt à l'inaction. Dans tous les cas, il ne s'analyse en psychologie moderne, il ne s'analyse en psychologie moderne jamais comme une psychose, dans la mesure où il n'altère pas la perception de la réalité. Les troubles psychiques ne sont admis comme cause de non-imputabilité lorsqu'ils entraînent un trouble dissociatif. La Cour de cassation est claire comme de l'eau de roche à ce propos. Cela signifie que la personne se voit agir sans pouvoir interférer dans son acte. Nous sommes à des lieues de cette hypothèse ici. Tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, que Monsieur Méagol est un homme dangereux pour notre société. Je le rappelle, les mobiles n'influent pas sur la responsabilité pénale de l'accusé. Ainsi, ne pas condamner Monsieur Méagol, c'est admettre que le meurtre vindicatif peut être légitime. Ne pas condamner Monsieur Méagol, c'est lui laisser toute latitude pour engrainer ses semblables dans la voie du mal. Ne pas condamner Monsieur Méagol, c'est encourager tout un chacun à se faire justice lui-même. C'est pourquoi je requiers à l'encontre de l'accusé une peine de 15 ans de réclusion criminelle, assortie d'une obligation de suivi psychologique et psychiatrique pour traiter sa dépression. Cette fleur du mal doit être replantée dans un environnement sain. Et dès lors, elle pourra enfin s'épanouir et aspirer à la beauté. Mais avant cela, la fleur du mal doit se débarrasser de toutes ces toxines. Et pour y parvenir, la jachère sera la seule solution. Je ne vous le répéterai jamais assez, cultivez votre jardin, mais cultivez-le bien. Merci, Monsieur Chaperon. J'appelle Monsieur Boulan. Je croise des gens dans la rue qui me pointent du doigt, qui ne comprennent pas pourquoi, sans hâte, je me rue. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, c'est en croyant regagner la raison que Monsieur Méagol l'a définitivement perdue. Idriss a fait l'école de la vie, victime de brimades, de mots blessants, de regards méprisants. Et pourquoi? Pas pour ses actes, mais pour son physique. Et oui, Idriss est né moche. J'ai vu quelques caméras s'allumer et je peux vous assurer qu'il n'est pas le seul. Mais est-ce une raison pour subir les foudres de la vie? Comme chaque être humain, Idriss a embarqué dès son plus jeune âge sur le bateau de la raison. Enguilram était alors comme une boussole pour lui. Et c'est le jour où Enguilram tira le ticket gagnant que la boussole Idriss lui indiqua le mauvais cap.
Il perdit sa boussole, pourtant si fiable auparavant. Et tout ça pourquoi? Pour une simple histoire d'argent. Sur tout le pactole, rien. Idriss n'aura rien. Imaginez votre ami, votre seul ami, votre frère. Imaginez un seul instant toute la confiance que vous lui avez apportée. Imaginez, c'est la personne de référence dans votre vie. Ngilram donna rendez-vous à Idriss afin d'honorer sa promesse et de reconstituer le cœur de son ami. Enfin, c'est ce que crut Idriss. Une fois arrivé sur place, Idriss comprit que ce n'était pas l'ami qui lui avait donné rendez-vous, mais bel et bien le fourbe, le cruel Ngilram. Il lui demanda de se dénuder. En cas de refus, eh bien, il publierait les messages vocaux d'Idriss, messages qui, selon lui, permettent d'attester de la folie de son ancien ami. Là, une tempête s'abattit sur le bateau de la raison. Espérant regagner un jour son cap, Idriss ne pouvait laisser ses messages être diffusés. Il enfila alors sa tenue d'Adam. Alors, on peut vous trahir une fois, mais pas trois. On peut vous trahir 2 fois, mais pas 3. Au bout de 3 fois, Monsieur le Président, excusez-moi, mais je pense qu'on a plus de chances que de gagner à l'euro-million, finalement. Et pour la 3e fois, pourtant, Ngilram trahit sa parole. Il ne rendit pas l'argent. Ce n'était pas le premier. À la place, il fit mal à scène et fit venir une truie. Une truie. Ngilram ordonna à Idriss de coucher avec cette truie. Et en cas de refus, eh bien, il n'aura ni argent ni dignité, puisque la vidéo, elle, sera publiée. Poussé dans ses derniers retranchements, Idriss n'a pas d'autre choix que d'agir. Afin de sortir de la folie, il coucha avec cette truie. Il coucha avec la truie. Et elle est morte. Pleurant, vomissant de tristesse d'avoir perdu un être cher avec lequel il venait de nouer des liens si puissants, Idriss n'en pouvait plus. Et pour l'achever, Ngilram s'abaissa et il lui montra son smartphone sur lequel il pouvait voir la vidéo de Peggy et lui en plein ébat, publiée sur la toile. Des milliers de vues, des commentaires assassins, notamment des parents d'Idriss. C'était la fin. Idriss n'était plus. La seule chose qui l'animait encore était la folie. À ce moment-là, cette truie fut pour le navire d'Idriss ce qu'était l'iceberg au Titanic. Le bateau chavira et Idriss se noya dans l'océan de la folie. Et c'est la folie qui saisit le couteau et qui trancha la gorge du bourreau. C'est la folie qui mit fin à la vie de l'assassin d'Idriss Méagol. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, cette vidéo a eu plusieurs victimes. La première et la plus évidente, Idriss. Déjà dans un état plus que fragile, considéré par ses pairs comme fou, il l'était maintenant aux yeux du monde entier, ce qui le fit définitivement basculer du mauvais côté. Mais il y a eu d'autres victimes. Qui ici a pensé à la famille de la truie, à ses parents, à ses enfants? Que penseront-ils en voyant la vidéo, en la voyant se faire kidnapper, violer, puis tuer? Quelle sera leur réaction? Et je vais vous le dire. Ce sera terrible, Monsieur le Président. Une vague de suicides porcins va nous tomber dessus. Après le hashtag MeToo, on aura le hashtag Je suis truie. Et qui va gagner? Les véganes. Et permettez-moi de vous le dire, nous sommes d'accord, Monsieur le Président, Madame, Messieurs le tribunal, personne n'aime les véganes. Et le responsable de tout ça, celui qui aura causé tant de malheur, c'est celui dont nous pourrions faire le procès aujourd'hui, Ngilram, l'organisateur de cette vaste mascarade. Monsieur le Président, Madame, Messieurs le tribunal, Monsieur le procureur a attaqué mon client sur le fondement de l'homicide volontaire. Il a décrit mon client comme un grand malade, un danger pour la société. Mais vous n'êtes pas sans savoir, et Monsieur le procureur l'aura rappelé, que l'article 122.1 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, au moment des faits, était atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Alors, il n'y a pas lieu de débattre de l'homicide, les faits sont là, le meurtre a été commis. Mais un trouble psychique désigne un ensemble d'affections et de troubles d'origine très différentes.
entraînant des difficultés dans la vie d'un individu. L'esprit d'Idriss a été assiégé de toutes parts. Il a perdu l'argent promis, son seul ami, sa pudeur, sa dignité, son amour naissant. Il a tout perdu, Monsieur le Président. Il s'est même perdu lui-même. Pour que l'irresponsabilité pénale soit admise, il faut que la folie soit observée au moment des faits. Or, vous l'aurez compris, ce sont les actes d'Enguilram qui ont précédé les faits, qui ont précédé le meurtre, qui ont déclenché cet état de non-retour. Ce sont ces actes qui ont fait disparaître Idriss tel que nous le connaissions. Le critère temporel est sans aucun doute rempli. Le discernement d'Idriss n'a pas été altéré. Il a bien été aboli au moment des faits. Idriss est devenu fou, Monsieur le Président. Et on n'enferme pas quelqu'un qui a besoin d'aide dans une prison. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Monsieur Méagol doit se faire soigner et nous devons l'y aider. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je demande que soit constatée l'irresponsabilité pénale de Monsieur Méagol. Je demande qu'il soit interné dans un hôpital psychiatrique, là où il pourra recevoir les soins dont il a besoin. Je croise des gens dans la rue qui n'ont jamais été là pour moi, qui ont bien vu que j'étais perdu et qui ne s'étonnent pas de me voir dans cet état.